Aujourd'hui, on a l'immense privilège de recevoir Hubert Morin, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Hubert a fait son doctorat à l'Université Laval sur la dynamique holocène des combes à neige du golfe de Richmond, dans le nord du Québec, où il n'y avait pas beaucoup d'arbres, en tout cas, où les arbres n'étaient pas à la même taille que ceux qu'il a étudiés le reste de sa carrière. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Je vous rappelle qu'Hubert est titulaire encore, Hubert, de la chaire industrielle du CRSNJ sur la croissance des pinettes noires et l'influence de la tordeuse des bourgeons d'épinette sur la variabilité des paysages en zone boréale. Donc, je laisse la parole à Hubert. C'est vraiment un plaisir, Hubert, que tu aies accepté cette demande bien spéciale qu'on t'a adressée. Je remercie évidemment Cornelia Krauss d'avoir fait les démarches pour te convaincre de venir nous donner un petit tour de piste sur cette carrière très fructueuse que tu as eue et que tu as encore. Merci. Bien, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est sûr que ça me fait tout drôle de vous donner une espèce de conférence qui n'est pas une conférence. En fait, c'est plus des réflexions, des idées. Je voudrais, en partant aussi, dire à tout le monde que si je ne vous nomme pas, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que j'ai fallu que je choisisse quelques faits importants dans ma carrière. Donc, inquiétez-vous pas, je vous aime tout le monde. C'est pas parce que je vous nomme pas que... Donc, c'est une petite conférence un peu spéciale, qui n'est pas vraiment une conférence, là, où je ne parlerai pas vraiment de résultats de recherche, là. Pas beaucoup en tout cas. Ça fait que, est-ce que vous pensez qu'un petit curieux comme ce petit bonhomme-là de 2 ans était destiné à étudier en écologie végétale? Pas du tout. Pas du tout. Même si je pousse dans ma brouette de la végétation, c'est pas ça qui fait que je pensais dès mon enfance à devenir un chercheur. Pas du tout. J'étais un petit bonhomme un peu, je dirais, dans la lune. On me disait dissipé, mais pour moi, dissipé ou discipliné, ça se ressemble. Ça fait que ça me convenait très bien que je sois dissipé. Pour moi, j'étais comme discipliné, j'étais correct. Puis, j'étais très curieux, puis j'avais une tête de cochon. J'étais très curieux, je démontais tout ce qui me tombait sous la main, comme les horloges grand-père dans la famille, puis des fois, ça ne marchait pas, mais au moins, ça m'a permis de déjà élaborer mes premières hypothèses. Mais il faut dire que quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas du tout à l'écologie. J'étais un fan d'escalade, de ski, d'expédition, de plein air. Ça, c'est une image d'un journal local qui parlait des rebelles des années 70. Ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis en haut à gauche, là. Et puis, pourquoi les rebelles? C'est parce qu'on essayait de faire l'escalade autrement. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'escalade dite artificielle. Puis nous, on voulait tout répéter ça en libre, sans artifice. On proposait aussi beaucoup aux gens de faire du ski de fond. C'était beaucoup le ski alpin qui était... Le ski de fond n'était pas très à la mode à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'on parlait à ce moment-là de rebelles des années 70, un peu. Et puis moi, à cette époque-là, ce qui m'intéressait beaucoup, évidemment, c'était la grimpe, l'alpinisme, les expéditions, comme par exemple ici, dans les Rocheuses canadiennes. Encore une fois, dans les Rocheuses canadiennes. Vous me reconnaîtrez peut-être pas, je n'avais pas de barbe puis j'avais les cheveux longs, mais bon, je pense que tout le monde a eu pas de barbe et les cheveux longs à un moment donné. Comme ici aussi, dans le continent nord-américain, on a fait le tour des parois qui pouvaient se grimper, dans les Shawangons. On est allé aussi en expédition à la terre de Baffin. C'est un milieu extraordinaire où est-ce que les parois verticales les plus vertigineuses au monde. C'est vraiment des endroits extraordinaires avec des glaciers. C'est le plus gros ice cap continental qu'on a. Et puis aussi au Québec, dans le nord-est du Québec, dans les montants de Gap,
sur la côte du Labrador, où on avait fait une expédition, c'est un exemple, une expédition à ski pour traverser les monts Tomgat jusqu'au mont d'Iberville, qui est la plus haute montagne du Québec, là, qui fait la frontière entre Québec et Terre-Neuve. Donc, des fois, on se déplaçait à ski. C'est une expédition, c'est un exemple que je donne, c'est une expédition de 2 mois. Là. Des fois, on se déplaçait à ski. Des fois, on se déplaçait en tirant nos traîneaux ou avec le bagage sur le dos. Ça dépendait des conditions, si c'était en montagne ou pas en montagne. Des fois aussi, on se faisait des pseudo-igloos pour se protéger des vents, parce que nos tentes qu'on testait à l'époque n'étaient pas des très bonnes tentes. Donc, on se faisait des pseudo-igloos pour se protéger. Puis ça, c'est des images là, des hauts plateaux, je dirais, du Labrador, dans la région du mont d'Iberville. Bon, à ce moment-là, comme je vous dis, l'écologie, je ne connaissais rien là-dedans. Je ne connaissais pas ça du tout. C'est par hasard que j'ai rencontré un groupe de jeunes qui œuvraient, qui avaient eu un projet Perspective Jeunesse. Je ne sais pas si ces programmes-là existent encore, mais en tout cas, c'était souvent des projets que les jeunes proposaient pour travailler l'été et souvent des projets communautaires. Donc, c'était un groupe de jeunes qui faisait un sentier dans la région où j'habitais à l'époque, au nord de Montréal. Et ils appelaient ça un sentier écologique. En fait, le sentier n'avait absolument rien d'écologique, mais c'était un sentier dans la forêt. Donc, ça touchait le plein air, ça touchait la nature. Fait que le mot écologique m'est resté dans la tête. Ça m'intéressait. Même si le sentier n'avait absolument rien d'écologique, c'était quand même, le mot m'est resté dans la tête. Mais comme je vous dis, je ne connaissais pas ça du tout, l'écologie. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, comme beaucoup de monde à cet âge-là. Donc, je m'inscris au cégep en sciences dites pures. À l'époque, on appelait ça sciences pures. Maintenant, ça doit être sciences nat qui remplace ça. Mais bon, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, on fait sciences pures. Comme ça, on peut aller un peu n'importe où par après. Puis, bon, ça se passe assez bien. D'ailleurs, la session où j'ai eu les plus fortes notes, c'est la session où j'ai manqué 1 mois pour faire un film sur le ski de fond. Alors, c'était une copine qui prenait les notes à ma place. Comme elle était très bonne, c'était des excellentes notes, puis j'ai eu les meilleures notes à ce moment-là. Donc, j'étais aussi bien de ne pas être là. Mais il faut dire que le cégep aussi, à cette époque-là, c'était, je dirais, à temps partiel. On a plus appris comment fonctionne le code Morin dans les assemblées d'étudiants pour faire la grève que d'autres choses, honnêtement. Là. On était souvent sortis du cégep pour faire la grève. Donc, suivant le cégep, ben là, je me suis inscrit à l'UQAM, qui était un petit peu le prolongement naturel du Vieux-Montréal à cette époque-là. C'est pas l'UQAM qu'on a aujourd'hui, c'est dans les années 70, donc c'était comme le prolongement naturel du cégep du Vieux-Montréal. Mais pourquoi je m'étais inscrit à l'UQAM, c'est parce qu'il y avait une option en biologie, écologie, une option écologie, et puis surtout une session sur le terrain où on avait 5 cours dans la nature. Ça m'attirait. Le mot écologie revenu, on a des cours sur le terrain, ça m'intéresse. Je m'inscris à l'UQAM. Bon, je n'étais pas. Mais l'UQAM, c'était un peu le prolongement du cégep. À ce moment-là, on avait plus de grèves que de cours, je pense, à cette époque-là. Et j'étais malgré tout pas un si mauvais étudiant. J'avais à la fin du bac la possibilité d'avoir une bourse. Fait que je me suis dit, si je peux avoir une bourse, je fais une maîtrise. Fait que là, j'ai obtenu une bourse. Mais là, quoi faire de ma maîtrise? J'avais des intérêts qui passaient des grands mammifères au développement du cerveau. C'est très, très vaste. Mais j'avais toujours dans la tête aussi mes intérêts pour la montagne. Puis là, j'ai entendu par des étudiants qui avaient déjà commencé leur maîtrise qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur les hauts sommets gaspésiens, Serge Payette. Je vais rencontrer Serge pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et là, c'est là qu'il y a eu un petit bug. Là,
j'ai voulu mettre un peu de sérieux dans ma vie, faire une maîtrise. Mais Serge, vous le connaissez certainement, pour la plupart qui faisait de l'écologie, qui fait de l'écologie, c'est un grand écologiste là, dans l'Est américain. C'est un très bon, un excellent botaniste, c'est un excellent géomorphologue, c'est un pédologue de formation. Alors, moi, j'arrive là, je connais absolument rien en botanique. Mon cours de botanique avait été un fiasco au cégep, le 3/4 du temps en grève. Je connaissais encore moins la géomorphologie, puis encore moins la pédologie. Ça fait que je me suis vite aperçu là, que si je voulais faire quelque chose, il fallait que je me plante un peu, parce que c'est plus sérieux. Ça fait qu'on élabore, on reste dans les montagnes, c'est intéressant, on élabore des... J'avais déjà été faire des expéditions dans ce qui allait devenir le Parc national de la Gaspésie. Alors, c'est intéressant, on élabore une maîtrise. Puis, c'est vraiment là que, je dirais, j'ai appris un peu la rigueur. Et puis, je dirais que j'étais un très mauvais étudiant. Honnêtement, là, c'est le genre d'étudiant que pas un professeur voudrait avoir comme étudiant à la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'au début de la maîtrise, j'avais des intérêts ailleurs aussi. Donc, je n'étais pas souvent à l'Université Laval. Ça n'avançait pas tellement mon affaire. Serge a été d'une patience extrême, je dirais. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision. Là, ça passe ou ça casse. Parce que là, il fallait que je m'y mette. Ça fait que là, j'ai appris mes plantes. J'ai même appris à identifier les plantes via les graines parce que je travaillais sur la banque de graines le long d'un gradient au Mont-Jacques-Cartier. C'était vraiment la mode à ce moment-là de travailler sur les banques des graines pour la régénération, pour étudier la régénération. Ça fait que j'ai appris les graines, j'ai fait de la géomorphologie, je me suis investi, je dirais, à partir de la deuxième moitié de ma maîtrise, c'est là que je me suis vraiment investi, avec l'aide aussi des gens du laboratoire là, de l'Université Laval. Je me suis vraiment investi, puis j'ai fini par faire une maîtrise qui avait du bon sens. Ça fait que je fais une maîtrise qui a du bon sens, puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la piqûre de la recherche. Serge, lui, travaillait plus dans le nord que sur les sommets gaspésiens. Il avait été amené à travailler sur les sommets gaspésiens parce qu'il y a un de ses étudiants qui venait de Mont-Saint-Pierre. Donc, il l'avait amené sur les sommets gaspésiens, puis donc ça l'avait intéressé. Ça ressemblait beaucoup au nord. Donc, il avait travaillé sur le Mont-Jacques-Cartier, entre autres. Puis là, mais son lieu de prédilection, pour sa recherche, c'était vraiment dans le nord du Québec. Puis là, il me mène dans le nord. Dans le nord, c'est des paysages à couper le souffle, comme ici, au golfe de Richemont. Des exemples des cuestas incroyables qu'il y a au golfe de Richemont. Ici, au lac à l'eau claire, plus à l'intérieur des terres. Vous faites remarquer que maintenant, le golfe de Richemont et le lac à l'eau claire, ça fait maintenant partie du parc Toursouyuk, qui est le plus grand parc national du Québec. À l'époque, ce n'était pas du tout un parc, c'était des territoires inuits et aussi... donc, le golfe de Richemont, c'était des territoires inuits. Et à l'intérieur des terres, c'était plus les cris à ce moment-là. Et puis, moi, il m'amène là, travailler un été, puis je m'intéresse à faire un doctorat. Et il y accepte de me diriger, malgré toutes mes bévues à la maîtrise, il accepte de me diriger comme étudiant au doctorat pour travailler au golfe de Richemont. Puis lui, il me dit, bon, toi, tu aimes ça la montagne, tu aimes ça travailler en montagne, on va te faire travailler sur les combes à neige au golfe de Richemont, dans les montagnes du golfe de Richemont. Les combes à neige, c'est un milieu très particulier, c'est un milieu où la neige peut rester quelquefois toute l'année, mais le plus souvent, la neige disparaît très tard dans l'année, ce qui fait que la végétation qui va pousser dans ces combes à neige-là est très particulière. Aussi, ça permet d'étudier les changements climatiques parce que quand il fait plus froid, la neige reste plus longtemps, donc la végétation change. Ça déborde sur le bord ici on a un exemple de combe à neige, ça déborde sur le bord des combes à neige, ça affecte
les arbres qu'il y a sur le bord. Donc, on peut étudier ça avec la dendrochronologie. Puis aussi, ça affecte les sols quand il fait plus froid, qui vont faire ce qu'on appelle de la gélifluxion, qui vont fluer plus quand il fait plus froid. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je m'initie à différentes techniques en travaillant beaucoup avec la dendrochronologie, avec l'analyse de la végétation, la dendrochronologie et la paléoécologie aussi. Alors, en faisant cette doctorat-là, je vais m'armer d'outils pour le restant de ma carrière, en fin de compte. Puis ici, ça c'est mon camp. On a passé 2 magnifiques étés à étudier ces combes à neige. Là, vous voyez des combes à neige dans ce secteur-là. Il y en a aussi dans le haut de la montagne. Alors ça plaisait bien à Serge. Il aime aussi beaucoup faire de la randonnée. Ça fait qu'on allait voir toutes ces plaques de neige-là pour étudier ces milieux-là. À cette époque-là, le groupe de Serge étudiait aussi beaucoup les fluctuations climatiques, ce qui était peu commun, je dirais, début des années 80, fin des années 70, d'étudier les changements climatiques. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Ce n'était pas dans tous les titres de thèse, le changement climatique, là, à l'époque. Donc, c'était quand même assez innovant comme travaux. Bon, comment j'ai passé là, de la toundra forestière? Comme vous voyez, il n'y a pas énormément d'arbres. La toundra forestière, vous avez des arbres ici dans le bas de la pente, là où c'est à l'abri, mais vraiment, c'est de la toundra pour le reste. Donc, comment j'ai passé de la toundra forestière à la forêt boréale? Bien, c'est qu'à la fin de mon doctorat, en attendant mes corrections de thèse puis de faire ma soutenance, j'avais un 6 mois de libre entre la fin de mon doctorat et le début d'une bourse postdoctorale. J'avais eu une bourse postdoctorale pour aller travailler avec Olle Zachrisson en Suède, qui travaillait à ce moment-là beaucoup sur les feux, la dynamique des feux. Donc, j'avais un 6 mois de libre. Puis là, Régent Gagnon, qui était un collègue de moi, qui était le premier étudiant au doctorat de Serge Payette, et qui avait fini son doctorat, qui était à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2 ans. Il m'appelle et dit, bon, là, je travaille sur la forêt boréale, je me pose bien des questions, faut essayer de résoudre la dynamique de la forêt boréale. On a 6 mois, est-ce que tu peux venir m'aider pendant 6 mois? Je dis, bon, ben, tiens, résoudre des problèmes de la forêt boréale en 6 mois. C'est cool, ça. On y va. Ça fait que me voilà à l'UQAC pour 6 mois. Je vous rappelle, je devais partir en Suède 6 mois après, mais bon, je suis arrivé à l'UQAC en 85, puis je suis encore à l'UQAC. Fait que finalement, je suis allé en Suède par la suite, mais je n'ai jamais fait de postdoc en Suède. Pourquoi? Parce que ben, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis resté à l'UQAC. Mais au début, je n'étais pas professeur, j'étais postdoc, j'ai été attaché de recherche, professeur-chercheur sous octroi. J'ai été professeur régulier uniquement 5 ans après être entré à l'UQAC. Pourquoi je suis resté à l'UQAC? Parce que je suis tombé dans une équipe fantastique avec un esprit ouvert. L'équipe n'était pas grosse à ce moment-là parce que Régent était tout seul au labo. Il y avait Daniel Laure qui était aussi un collègue de Laval, mais lui, il était en physiologie, il était dans le labo à côté, à Laval. Daniel avait été engagé pour travailler sur les tomates, mais finalement, il était plus intéressé à travailler sur les semis d'épinettes noires. Puis Régent, lui, travaillait beaucoup sur la dynamique des feux, évidemment, et l'épinette noire. Ça fait qu'on s'est promené dans la forêt boréale avec Régent, puis on a élaboré des milliers, des millions d'hypothèses qui se sont avérées fausses ou vraies, mais en tout cas, on a bien rigolé, puis on a vraiment travaillé. Ça fait que moi, je suis tombé dans une équipe qui avait un esprit très ouvert. Puis ce qui était le plus important aussi quand je suis arrivé dans cette équipe-là, c'est que les connaissances, le peu de connaissances que j'avais étaient comme importantes pour tout le monde qui était à ce moment-là dans le labo aussi. Donc, c'était comme revalorisant. Puis c'était très intéressant à ce moment-là de développer
le laboratoire, il y avait tout à faire, en fait, comprendre la dynamique de la forêt boréale, évidemment, pas en 6 mois, là, mais comprendre la dynamique de la forêt boréale, construire le labo qui était à ses balbutiements, aller chercher des nouvelles subventions, des étudiants, etc. C'était vraiment excitant. Et en plus, ben, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est un environnement extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux quand on est curieux et qu'on aime le plein air? Donc, c'était un environnement extraordinaire. Ça, c'est les Monts-Valin, la vallée de la Sainte-Marguerite, la fameuse vallée des Fantômes, où on a d'ailleurs des projets de recherche. Actuellement, des campements sur le lac Saint-Jean où on avait fait une expédition avec des amis pour ramasser des sous pour le cancer, avec la Fondation sur la pointe des pieds. Bref, c'est un environnement extraordinaire pour quelqu'un qui est curieux et qui aime le plein air. En fait, même aujourd'hui, j'en profite encore. Il me reste encore un peu de folie de jeunesse, comme ici, dans les Chic-Chocs, qui sont des endroits aussi où j'ai fait, évidemment, ma maîtrise, puis où je retourne pratiquement à tous les ans. Ou encore en grimpant des parois vertigineuses, comme sur le bord du Saguenay, ici, le tableau, là, où on a fait la première escalade en escalade libre du tableau. Et puis, bon, on va parler un petit peu maintenant de ce que j'ai fait à l'université en recherche. Puis je vous dirais que, bon, Régent, je vous l'ai dit tout à l'heure, il travaillait beaucoup sur la dynamique de l'épinette noire, la dynamique forestière de l'épinette noire, les feux, beaucoup, évidemment, la régénération après feu, donc, moi, bon, il fallait que je me trouve un créneau plus original, pas plus original que l'épinette noire, mais original autre que l'épinette noire. Donc, je me suis dit, bien, la sapinière, c'est intéressant. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Pourtant, la sapin se rend jusqu'à la baie James. Ça fait qu'il y en a des sapinières en forêt boréale, et surtout dans le sud de la forêt boréale, mais il y a beaucoup de sapinières dans les secteurs où on travaille. Alors, dans un contexte de feu récurrent, comment ça marche ces sapinières-là? Je vous dirais que les premiers abords que j'ai eus avec la sapinière, c'est en regardant les centres de croissance, puis je dirais que tout a commencé avec 1914. 1914, ça vous dit probablement beaucoup de choses, mais moi, à l'époque, ça ne me disait pas grand-chose. J'ai dit 1914, c'est quand même pas la guerre qui a affecté la croissance des arbres en 1914. Vous voyez le CERN de 1914 ici, qui est très petit. Et toutes les fois qu'on faisait des sections de tiges, on pouvait l'identifier à l'œil facilement. C'est un CERN repère 1914, puis j'ai vite découvert évidemment que 1914, c'était une des épidémies de tordeuse des bourgeons d'épinette qui avait affecté les sapinières dans ce secteur-là, puis qui ont affecté tout le pays, tout le nord-est américain, évidemment. Donc, on s'est vite rendu compte que pour mieux connaître cette dynamique-là, c'était intéressant d'établir des dispositifs expérimentaux. Des dispositifs expérimentaux qu'on a installés pratiquement à mon arrivée, dans la fin des années 80, 85-90. Ils sont actuellement encore enregistrés comme forêt d'expérimentation. Ce sont des placettes permanentes où on suit tous les arbres, les semis, à partir de la production des graines jusqu'à la germination des semis. Ces dispositifs sont encore là, sont ouverts à tout le monde. Alors, c'est une annonce. S'il y en a qui veulent en profiter, ces dispositifs sont encore là. Puis on a des suivis là, qui datent de ces années-là. Donc, on a des suivis assez longs et très intéressants. Donc, on s'est vite rendu compte aussi que ces sapinières-là, ces fameuses sapinières-là, ils étaient très, très liés aux épidémies. En fait, toutes les populations qu'on a étudiées datent de l'une ou l'autre des dernières épidémies de la tordeuse, là, comme ici, une population qui date de l'épidémie des années 50. Ici, une épidémie des années 1914, justement, puis de la fin du 19e siècle ici. Alors, toute la population qu'on étudiait, ils dataient de l'une ou l'autre des épidémies, puis on voit que les semis étaient préétablis, puis ensuite profitaient d'ouverture
causés par l'épidémie pour se régénérer. On voit qu'est-ce que ça donne. Ils profitent de l'ouverture pour faire une bonne croissance puis atteindre la canopée et puis faire une population. Donc, on a fait un petit modèle de régénération des épidémies. Les arbres matures sont affectés, il y a de la régénération préétablie et cette régénération-là va produire une nouvelle forêt. Bon, c'est sursimplifié, là, évidemment, il y a beaucoup de variantes à ce petit modèle-là, mais c'est l'idée générale de la régénération des sapinières dans la forêt boréale. Ça nous explique un peu aussi ces trouées-là qui sont causées par les épidémies de tordeuses dans les sapinières. Et puis, évidemment, c'est bien beau, mais que la population se régénère suite à des trouées, puis avec une banque de semis préétablie. Mais comment est-ce que les semis peuvent demeurer sous couvert pendant des années? C'est qu'on a étudié beaucoup la banque de semis pour démontrer que ces semis-là avaient des stratégies très particulières qui pouvaient leur permettre de rester sous couvert pendant des dizaines et des dizaines d'années, sinon 60, 80 ans, en attendant l'ouverture pour pouvoir pousser dans la canopée. Comment est-ce qu'ils faisaient ça? C'est qu'ils enfouissaient ils enfouissent régulièrement une partie de leur tige pour ne garder qu'une partie de la photosynthétique qui réussit à faire vivre la partie non photosynthétique. Alors, il reste une balance entre la partie photosynthétique et non photosynthétique qui leur permet de rester sous couvert pendant des dizaines et des dizaines d'années. On s'est rendu compte aussi que les épidémies avaient aussi des impacts dans la paissière. C'est un générateur de structures complexes. Évidemment, dans une paissière, comme les épinettes ne sont pas aussi affectées que les sapins, bien, ça affecte une partie de la population et ça crée des trouées. Et ça donne des attributs de vieille forêt. Donc, structure d'arginécoïenne, multi-étagée, des chicots, forte régénération à différentes hauteurs. Ça nous a aussi montré l'importance d'étudier l'historique des épidémies parce que faut comprendre que si les épidémies reviennent de façon régulière, on peut avoir ce patron-là, mais si les épidémies ne sont pas aussi régulières dans le passé, bien, on n'aura pas le même type de vieille forêt, si on veut. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Alors, suite à tous ces petits travaux-là, qui essayaient de voir comment ça marche, parce que toute ma carrière c'est pour ça que j'ai marqué dans mon titre comment ça marche. Toute ma carrière, c'est porté sur les mécanismes, comment ça marche, c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai marqué ça, comment ça marche. Ça nous a montré l'importance d'installer des dispositifs à long terme, j'en ai déjà parlé un peu, puis aussi d'étudier la croissance du sapin d'épinette noire qui sont affectés par la tordeuse et par plein d'autres choses, évidemment, jusqu'au niveau du développement cellulaire du cerne. Je vous expliquerai un peu pourquoi on a choisi cette approche-là un petit peu plus tard. Et puis, l'importance d'étudier l'historique aussi des épidémies. Ça fait que ça nous a amené à travailler du fond des tourbières et du fond des lacs, ici, de l'échantillonnage des sédiments dans le fond des lacs, jusqu'au sommet de la canopée des arbres. Ici, on travaillait sur les cônes de sapin, ou encore au sommet de la canopée des épinettes pour lesquelles on avait conçu des douches. Je vous parle de ça un petit peu plus tard. Et de la cellule, en fait, jusqu'au paysage. C'était assez vaste comme... On était beaucoup intéressés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la croissance. Mais pourquoi on a décidé d'étudier la croissance annuelle en détail? C'est que, bon, on connaît bien la plusieurs dendrochronologistes connaissent bien la dendroclimatologie. Ils prennent la largeur des cernes, la densité des cernes, une partie du cerne aussi. Mais nous, on voulait aller un petit peu plus loin que ça pour mieux comprendre le développement cellulaire et l'associer aux variations climatiques. Alors, on a étudié, c'est l'objet du PhD de Annie Deslauriers, de Boris Dufour et d'autres. On a travaillé au début avec Carlo Binatti, qui était à l'université de Padoue à l'époque, dans les Dolomites. Il faisait un petit peu le même genre de travail.
Puis on avait à ce moment-là développé une méthode d'analyse des cernes de croissance à partir du développement cellulaire. Et on a établi aussi un dispositif avec cette méthode-là de suivi en continu de la croissance et le long du gradient altitudinal qui va de la forêt Montmorency jusqu'au 54e parallèle. Alors, on a un dispositif de suivi de la croissance dans les sapinières, dans plusieurs sapinières et aussi dans les PCR. Ça fait qu'on suit ça depuis au moins 22 ans. On allait à toutes les semaines prendre les échantillons pour analyser le développement cellulaire en fonction des changements climatiques. Puis aussi, on a des stations météo qui sont installées dans chacune de ces placettes-là, qui mesurent tous les paramètres visuels météorologiques dans chacune des placettes. Ces placettes-là existent encore. On a aussi dans toutes ces placettes-là des dendromètres électroniques qui mesurent à toutes les 30 secondes le développement, en fait, la variation radiale du tronc. Ça, ces dispositifs-là marchent de façon automatique là, depuis plus de 20 ans. Donc, on a toutes ces données-là encore qui sont disponibles. Ces dispositifs sont encore en plan. Et Annie s'en sert encore, Sergio Rossi aussi. Il y a beaucoup de monde qui s'en sert encore. Et j'espère qu'il y a d'autres gens aussi qui seront intéressés à se servir de ça encore. On avait développé aussi avec Cornelia Krause, qui est une spécialiste de l'étude des racines et de la qualité du bois. En fait, Cornelia avait développé des dendromètres à pointe qui étaient adaptés à l'étude du système racinaire. C'était assez original. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait sur les variations radiales des racines. On a eu par la suite des CRNG stratégiques, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre à profit cette connaissance sur le développement cellulaire du CERN et avec Daniel Hull, sa connaissance des éléments nutritifs pour tout simplement, vraiment très simplement, n'est-ce pas, recréer les changements climatiques en forêt naturelle. C'est une idée géniale, mais pas vraiment assez difficile à réaliser. Alors, l'idée, c'était de chauffer les arbres par les racines et de les arroser avec le contenu en pluie acide qu'on allait avoir dans 50 ans. C'était un dispositif, bon, peut-être plus facile à faire en serre, mais en milieu naturel, un petit peu plus compliqué. D'autant plus que quand on a eu la subvention, ben, il y avait déjà 1 mètre de neige de tomber sur les Monts-Valin à l'automne. Ça fait qu'il fallait installer ces dispositifs-là. En plus, il fallait installer des dispositifs d'arrosage des douches pour épinettes, d'arrosage avec les pluies acides des épinettes qui sont des gicleurs au sommet de la canopée. Il fallait installer ça. Heureusement qu'on avait toute une équipe de grimpeurs qui étaient intéressés. Fait qu'on a installé tout ça. Bref, c'était une bonne idée, mais c'était assez complexe comme installation. Vous voyez ce que ça donnait au printemps. On réussissait à ce moment-là à devancer la période de fonte des neiges et la période de croissance des épinettes pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Tout ça, toute cette énergie-là pour les câbles chauffants était fournie par des grosses génératrices qu'on avait transportées en forêt. C'était tout qu'un dispositif. Une autre idée qu'on avait eue, c'était d'imiter une sécheresse, encore une fois en forêt naturelle. Ça fait qu'on installait des immenses tentes pour isoler la pluie des racines des épinettes noires et pour voir quel effet ça donnait sur la croissance de l'épinette. C'était un autre dispositif qui était vraiment intéressant, n'est-ce pas? Tout cet échantillonnage-là se faisait en été comme en hiver, donc souvent c'était assez particulier d'aller en hiver. Ici, Cornelia, qui a travaillé, qui s'est joint à l'équipe un petit peu plus tard, dans les années 90, et puis qui était spécialiste, elle, de la qualité du bois en particulier, puis de la croissance du système racinaire. Alors, toutes ces choses-là ont amené cette expérience-là, cette expertise-là ont amené la création de la chaire de recherche industrielle en 2016.
C'était quoi les thèmes visés par la chaire? C'était les relations entre la perturbation et les variabilités des paysages, l'historique d'évolution des épidémies, son impact sur la gestion, puis l'impact des changements climatiques sur la croissance et la qualité des tiges de l'épinette noire. Ça répondait, ces différents thèmes-là, à différents défis des partenaires, l'aménagement écosystémique, les vieilles forêts, la certification, comment l'épidémie actuelle de la TBE se comporte, comment les autres épidémies se sont comportées pour essayer de voir comment est-ce que ça pourrait se comporter dans le futur, comment les changements climatiques vont affecter la croissance et la qualité du bois de l'épinette noire. Alors, on a aussi réalisé avec cette chaire-là l'importance d'étudier les épidémies passées pour faire la relation feu, épidémie, relation avec le climat. On sait que l'autre privilégié, c'est le sapin, mais l'autre secondaire, c'est l'épinette noire. Mais est-ce que l'épinette noire pourrait devenir un autre privilégié? C'est le genre de questions qu'on s'est posées dans la chaire. Mais ça, comment étudier les épidémies passées? Les épidémies passées, on a beaucoup de possibilités pour étudier la végétation et les feux parce qu'on a les charbons de bois qui se conservent très bien. Mais comment on étudie les épidémies passées avec un insecte dont les parties sont assez fragiles? Donc, on a utilisé deux méthodes, la dendrochronologie et la paléoécologie. En dendroécologie, on a utilisé les subfossiles dans les tourbières et beaucoup maintenant, on utilise beaucoup, avec Dominique Arsenault, les subfossiles dans les lacs, qui sont les arbres qui tombent sur le bord des lacs, qui se ramassent sur le bord des lacs. On utilise ces arbres-là pour faire de longues chronologies. Évidemment, c'est un plongeur qui va chercher nos échantillons en toute sécurité. Vous voyez que Patrick a son casque, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui va lui tomber sur la tête dans le fond du lac. Et on a produit des longues chronologies. On a plusieurs maintenant longues chronologies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui ont des fois entre 600 et 800 ans et qui sont évidemment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, même en Gaspésie maintenant. On a ces chronologies-là. Je ne vous parlerai pas de résultats vraiment. Vous voyez, ça, c'est la largeur des cernes, puis en bleu, ici, c'est les épidémies qu'on peut recenser. Et en gris, ce sont les épidémies connues, puis en bleu, ce sont les épidémies qu'on a recensées avec les chronologies qu'on a établies dans le fond des lacs. Vous m'inviterez une autre fois, puis je pourrais vous raconter un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec ces épidémies-là. On a plusieurs, comme je vous dis, longues chronologies. Juste, je vous fais remarquer que les chronologies du 20e siècle sont vraiment nettement plus marquées que les autres. Mais je vous laisse sur cette rapide interprétation des épidémies de la tordeuse à l'aide de la dendro. On a utilisé la paléo, on utilise aussi maintenant beaucoup la paléo. On a utilisé des analyses macrofossiles. C'est sûr que il y en a qui avaient étudié les capsules céphaliques, mais c'est bon pour des événements précis. Quand on veut faire une chronologie qui dure tout l'Holocène, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a travaillé avec les résidus de digestion, c'est-à-dire les fesses, quand on a dit aux gens qu'on allait travailler avec les crottes de tordeuse pour faire la dynamique holocène des épidémies. Évidemment, ça a créé beaucoup de points d'interrogation, mais les gens nous ont quand même fait confiance. Et ça, c'est des résidus de digestion ramassés juste en dessous d'une épinette blanche. C'est comme une pluie quand il y a plein d'insectes qui dévorent le feuillage. Évidemment, une chenille, c'est une machine à manger et à faire des excréments. Donc, ces excréments-là, on les retrouve dans les petites tourbières. Et on a fait des analyses macrofossiles. C'est la première fois avec la thèse d'Isabelle Simard qu'on montrait que la tordeuse est là depuis qu'il y a des arbres dans le paysage. Donc, c'est important. On a des petits problèmes avec les macrofossiles. C'est surtout des problèmes possiblement de conservation. C'est un signal qui est local. C'est un avantage et un inconvénient dans le sens où ça prend des milieux spéciaux pour enregistrer ça. Il faut qu'on soit vraiment en dessous d'arbres qui sont affectés, ce qui n'est pas facile à trouver. Ensuite, le nombre de sites, donc, est limité.
Puis la quantité de matériel est très, très laborieuse à analyser. Puis on risque de ne pas enregistrer les épidémies. C'est qu'on a développé une nouvelle façon d'étudier les épidémies. Ça, c'est le laboratoire d'écologie aquatique qui est voisin de notre labo, est arrivé à un moment donné avec cette structure-là. Il retrouvait ça dans la colonne d'eau du lac Saint-Jean, puis ils se demandaient ce que c'était. Eux, ils sont habitués à travailler avec des larves. Puis, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais avec un entomologiste, on a déterminé que c'était des écailles de papillons. Quand l'entomologiste m'a dit ça, là, ça a fait un petit déclic dans ma tête des écailles de papillons. Intéressant. La tordeuse devient un papillon, c'est un lépidoptère. Des écailles de papillons, il y en a 150 000 par individu à peu près. Puis comme il y a beaucoup de papillons produits en période épidémique, ce que vous voyez à droite, c'est ce que l'odeur est en train de ramasser, c'est des papillons au sol lors d'épidémies. Alors, on s'est dit, c'est peut-être un bon. On a développé une nouvelle approche paléoécologique avec les écailles. Ça devrait se retrouver dans les sédiments, c'est ce qu'on a émis comme hypothèse. Et effectivement, on en retrouve dans les sédiments. Ça fait qu'on a développé une technique pour extraire ça de ces sédiments-là. Ça, c'est pour voir si les écailles prenaient du temps à sédimenter dans le fond. Alors, quand moi, j'ai commandé une piscine chez Canadian Tire pour faire cette petite expérience-là, le décanat m'a appelé pour me demander « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec une piscine dans la forêt boréale? » Fait que là, je leur ai expliqué que l'été, il faisait très chaud, puis que les étudiants avaient beaucoup chaud, ça fait qu'avec la piscine, fait que là, évidemment, ils me connaissent, fait je ne l'ai jamais entendu parler finalement. Donc, on a fait cette petite expérience-là pour montrer que les écailles, ça se dépose très rapidement dans la colonne d'eau. C'est une question de jours. Donc, on a regardé dans les lacs aussi, avec des trappes à sédiments, si on était capable de quantifier le nombre d'écailles en fonction de la défoliation sur le bord des lacs. Puis effectivement, il y a une relation directe entre la défoliation annuelle et le nombre d'écailles qu'on retrouve dans le fond des lacs. Alors ça, c'est un grand avantage, c'est l'excellente conservation, le signal, surtout la capacité de pouvoir analyser les écailles en conjonction avec les charbons de bois et les pollens. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on a fait les premières reconstitutions holocènes avec les écailles de papillons. Je passe rapidement là-dessus. Je ne voulais pas parler trop de résultats. Ce qui est important, c'est la relation inverse qu'on a entre la fréquence des feux et celle des épidémies de la TBE. Ça se remarque de façon hallucinante dans les graphiques qu'on a fait. Vous voyez la relation inverse entre les épidémies et les feux. C'est absolument incroyable. Alors ça, c'est intéressant à expérimenter. Bon. Juste pour terminer, je voulais parler de quelques rencontres qui ont été marquantes. Évidemment, Danielle Laprise, qui m'accompagne depuis plus de 40 ans et qui a elle-même dû, je dirais, mettre de côté sa carrière personnelle pour s'occuper d'une famille particulière, je dirais. Là. Donc, je la remercie beaucoup. Germain Savard, Germain va dire « Pourquoi je suis là? Moi, je n'ai pas d'affaires là. » En fait, Germain, pourquoi il est là? C'est parce que si lui n'avait pas été là, moi, je ne serais pas là. Parce qu'avec sa réaction très prompte et juste, quand j'ai eu des malaises qui m'ont amené à l'urgence, c'est lui qui m'a finalement sauvé la vie. Parce que sinon, je ne serais pas ici pour vous parler. Serge Payette, évidemment, avec sa patience qui m'a permis de faire mes études graduées. Régent qui m'a donné ma chance, évidemment, quand j'ai commencé en forêt boréale. Carlo, avec qui on a eu beaucoup de collaboration. Ed Johnson, dans l'Ouest canadien, qui était toujours impressionné par les travaux qu'on faisait sur la tordeuse. Doug Hafner, qui est en fait pas du tout un écologiste végétal, c'est lui, il a une chaire de recherche sur les milieux aquatiques, une chaire de recherche sur les grands lacs, en fait.
Pourquoi? Parce qu'il est super intéressé par ce qu'on fait et il trouve ça hallucinant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la paléo et les tordeuses et bourgeons de l'épinette. Et c'est un grand fan de littérature francophone. Timo Kulvainen, qui est un spécialiste aussi de la restauration en Finlande, qui a travaillé beaucoup avec nous sur les vieilles forêts. Christopher Carcaillet sur la dynamique des feux, qui travaille encore sur la dynamique des feux. Évidemment, Fritz van Gruber, qui est un grand dendrochronologiste que tout le monde qui fait de la dendro connaisse, qui a Malcolm Hughes, qui est venu au labo qui était aussi au Laboratory of Pre-Ring Research en Arizona, qui est venu au labo pour apprendre comment on faisait l'analyse cellulaire. Timo, Dan Louis, lors d'une réunion au lac Dionne. Yves Bégin, qui est dans son état habituel, c'est-à-dire au téléphone, ici au lac à l'eau claire, téléphone satellitaire, qui était directeur de l'INRS et qui a travaillé aussi beaucoup avec nous sur les analyses cellulaires. Josua, pourquoi Josua? Parce que c'était lui qui était avec nous sur les territoires inuits. Il nous a appris à prendre la vie avec un grain de sel aussi, à vivre mieux avec l'environnement. Lui, quand il faisait mauvais, il n'était pas question qu'on aille sur le terrain. Puis nous, on était tout énervés, qu'on voulait absolument aller sur le terrain. Puis lui, il était « Oh, calmez-vous, là. On ne peut pas sortir en bateau, fait que faites d'autres choses. » Fait qu'on a appris à relaxer avec Josua. Je pense que Yves Bergeron a bien compris l'enseignement de Josua, mais il faut faire attention ici, il est en train de préparer son 1854e article. Ensuite, la participation avec la participation à des colloques, ça c'est super intéressant. On allait souvent avec des colloques, j'allais toujours avec des étudiants dans les colloques internationaux, comme ici au Yukon. On a aussi visité combien de fois la forêt boréale avec des chercheurs européens qui voulaient savoir comment est-ce qu'on aménageait la forêt boréale, avec des gens du Service canadien des forêts, avec des Inuits de Macheteuillage, avec des gens du ministère. Différents colloques, comme ici avec Hugo en Islande, dans les montagnes blanches américaines où on a ces vieux individus de plus de 1000 ans. Ensuite, en Australie, où Jacques et Louis ont enfin trouvé des cicatrices de feu à leur goût. Ensuite, en Australie encore, avec Tom Swetnam, Malcolm Hughes, John Spear, qui sont des grands dendrochronologistes qui ont travaillé aussi beaucoup avec les insectes aux États-Unis. Les eucalyptus géants de la Tasmanie, évidemment. Des eucalyptus millénaires, des paysages extraordinaires aussi, évidemment. En Argentine et au Chili, les géants des arbres chiliens millénaires aussi. Évidemment, les fameux Fieldwig de Fritz van Gruber. Les Fieldwig, Fritz van Gruber a fait des Fieldwig à tous les ans, à peu près partout dans le monde, comme ici en Russie. Un voyage dans le nord de la Chine, dans la partie nordique de la Chine, dans la forêt boréale chinoise. Fantastique voyage. Puis notre ami regretté Bernard Denler qui montre aux Chinois la grosseur des poissons qui pêchaient dans les lacs de l'Abitibi. Ensuite, des sorties avec la commission Coulomb pour expliquer nos points de vue sur la commission Coulomb, pas sur la commission Coulomb, mais sur la régénération de l'épinette. Et enfin, l'organisation aussi de colloques, Disturbance Dynamics. Ici, une Boreal Forest, ça c'était en 2010, c'est un exemple que je donne d'organisation de colloques. C'est super important, je pense, d'organiser des colloques. Ici, notre ami Carlo qui expliquait aux gens que la forêt boréale, c'est une forêt très sèche et où il ne pleut jamais, évidemment.
Bon, je suis resté encore, je pense, un petit peu rêveur. Là. Et je pense qu'avec un peu de curiosité et d'imagination, puis avec une bonne tête dure, on peut, je pense, contribuer. J'espère en tout cas avoir contribué à comprendre un peu plus comment ça marche, puis à ma façon. Puis je dis toujours aux étudiants, c'est le plus beau métier du monde, professeur-chercheur, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questionnements. Quand on est curieux, on aime la nature, c'est extraordinaire. Je voudrais remercier premièrement ma famille qui a permis que je puisse faire ce genre de travail pendant aussi longtemps. Et la vie qui ne m'a pas laissé tomber. En fait, elle m'a laissé tomber une fois, mais finalement, je suis encore en vie, donc elle ne m'a pas laissé tomber. Puis différents organismes subventionnaires, évidemment. Mais je voudrais surtout remercier les 138 étudiants gradués là, et stagiaires postdoctoraux au cours des 30 dernières années là, qui ont travaillé avec moi. Je voudrais les remercier parce que chacun de ces étudiants-là, étudiants-là m'ont apporté chacun à leur façon, beaucoup, beaucoup de travail. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Bravo. Écoute, Bravo. Pierre, je ne voulais pas vous parler pendant 1 heure de temps, vous assommer pendant 1 heure de temps, mais finalement, je suis désolé, mais... Non, mais c'est très bien. Écoute, tu as commencé à 9h08, fait que tu n'as pas parlé 1 heure, tu as parlé 52 minutes. Puis concrètement, on a du temps pour les questions. On te remercie énormément. C'était vraiment inspirant comme parcours. Et moi, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. J'en connais certaines, mais j'en ai appris d'autres. Et bien apprécié le panorama de photos, non seulement des paysages absolument bucoliques, mais également des collègues dans toutes sortes de postures. Oui, ben, je pense que Yves n'est pas là, ça fait qu'on est correct. Écoutez, concrètement, on est en période de questions. Vous pouvez prendre le micro ou lever la main sur la section réaction pour poser une question. On a barré vos micros, mais vous pouvez en reprendre le contrôle. Oui, Cornelia? Merci infiniment, Hubert, pour cette super présentation. Ma question, si tu aurais à refaire ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose? Non. Non, je changerais. Non, je pense que j'ai été très chanceux dans mon parcours. Dans mon parcours, malgré mes débuts vraiment très désastreux en recherche, j'ai finalement été très chanceux. Puis j'ai vraiment apprécié tout ce que... C'est sûr que dans une poste de professeur-chercheur, les gens nous regardent des fois et ils disent « Moi, je ne veux pas devenir professeur-chercheur, c'est hallucinant. » Bon, on peut être un petit peu intense parfois. Là. On peut peut-être paraître assez intense, mais ce n'est pas nécessaire d'être aussi intense quand on est professeur-chercheur. Puis, c'est possible de faire une bonne carrière quand même. Mais je ne changerais pas grand-chose. Allez-y, chers collègues. Yann, il y avait quelque chose. Ah oui, une affaire, c'est qu'il vient de me sauter au visage en même temps que Cornelia posait la question. Tu sais, dans le fond, tu as commencé ta carrière il y a... je vais starter mon vidéo. Tu sais. Moi, je ne te vois pas, Yann. Ah, voilà. Fait que, non, je voulais savoir, bon, tu as fait une longue carrière super fructueuse. Si jamais tu étais arrivé dans l'environnement actuel de recherche, oui. qu'est-ce qui aurait été différent?
honnêtement, là, j'admire énormément les gens qui débutent leur carrière actuellement. J'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Jamais de la vie, j'aurais toffé dans un environnement comme ça, honnêtement. Là. Ben, je dis jamais de la vie, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais je regarde aller les grosses problématiques qu'on a aujourd'hui, entre autres avec la pandémie, puis les Zooms, puis c'est quelque chose de plus plate que de parler à un ordinateur pendant 1 heure de temps, je m'excuse, là, mais tu sais, j'aurais trouvé ça honnêtement très, très, très difficile. Si, comme j'étais un très mauvais étudiant quand j'ai commencé en maîtrise, comme je vous dis, il n'y a pas personne qui aurait voulu d'un étudiant comme moi quand j'ai commencé ma maîtrise. Là. C'était, il y a juste Serge qui était capable de m'endurer, mais dans un contexte comme ça où on n'aurait pas eu l'émulation des collègues au labo, des étudiants collègues, des professeurs d'être présents sur place, ça aurait été vraiment difficile. Puis là, je peux comprendre comment les étudiants qui commencent une maîtrise, qui commencent un doctorat, qui sont dans leur qui ont de la misère à aller sur le terrain parce que souvent, ils ne peuvent pas aller sur le terrain, comme dans votre cas, je pense que ça a été le cas pendant un bout de temps. Et d'essayer de travailler tout seul dans son coin, j'aurais trouvé ça très, très, très difficile, honnêtement. Je ne sais pas si j'aurais été capable, mais j'ai une admiration sans borne pour ceux qui font ça actuellement. Bonjour, Alison. Bonjour, j'ai juste essayé d'ouvrir la vidéo, mais c'est pas grave. Allô? Allô, Hubert, merci beaucoup pour la présentation. C'était super. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui commencent maintenant? As-tu quelque chose à leur dire? Parce que je suis d'accord avec ta réponse que tu viens de dire, là, que le contexte a tellement changé. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui débutent? Je pense qu'il faut quand même rester, je dirais, avoir confiance en soi puis être imaginatif. Je pense que un chercheur, c'est un peu aussi un artiste, je pense. Il faut qu'il soit un peu artiste, là, dans le sens où des fois, on a des idées qui sont un petit peu folles, mais c'est souvent ces idées-là qui vont faire avancer la recherche. C'est la même chose dans tous les domaines, je pense. Il faut rester quand même, je pense, imaginatif beaucoup, avoir confiance en soi, oui, pas lâcher, ça c'est sûr, mais je pense que l'imagination, c'est peut-être la chose la plus importante. Est-ce que je peux donner? Comme je dis, j'admire ceux qui commencent dans le contexte actuel, honnêtement. Puis, si on peut les aider d'une façon ou d'une autre, on va essayer de le faire. Oui, merci. Je crois que Boris avait une question. Alors, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Oui, salut Boris. Salut Hubert, ça va? Merci oui, pour la présentation. Oui, ça va bien, merci. Bon. Ouais, grosse question. Oui. Après tout ça, là, je sais que dans le cheminement, il y a tout le temps eu la question de, dans les travaux de recherche, comment est-ce que nos travaux de recherche se rendent à l'application, se rendent à ce que l'industrie, finalement, en application. Je sais que des fois, ça a marché, des fois, tu étais plutôt déçu de ça, mais après tout ça, c'est quoi, si c'était à refaire, là, y a-t-il des choses qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux, cette transition-là, entre les deux? Bien, je te dirais, la transition entre les travaux de recherche et, en tout cas, en ce qui me concerne, mon expérience, là, entre les travaux de recherche qu'on fait et l'industrie, est directe. Elle est assez rapide. Puis eux autres, ils voudraient appliquer ça tout de suite. Mais là, quand vient l'idée d'appliquer ça, ben là, il y a les normes, puis les règlements, la réglementation. Ça ne relève pas des
des partenaires comme l'industrie, ça relève des partenaires comme le gouvernement. Et puis à ce moment-là, quand on passe par exemple, les différents ministères ou la MFFP dans notre cas, bien là, c'est un petit peu plus long à faire passer une recommandation. Ça, je suis d'accord. Puis là, ça crée des fois des conflits entre ce que nous, on trouve, ce que l'industrie voudrait mettre en pratique, en tout cas, c'est mon expérience, puis ce que le ministère permet de mettre en pratique. Ça, il y aurait beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là. On n'a jamais eu de problème avec le ministère en région. On a plus de problèmes, évidemment, avec le central. C'est l'expérience que j'en ai. Ça, il y aurait beaucoup d'améliorations. Enfin, il s'en fait déjà, d'ailleurs. Je pense que dans l'avenir, ça devrait aller mieux. Là. Mais, vous savez, c'est pas juste le MFFP, c'est la machine gouvernementale qui est quand même une machine assez lourde, il faut l'avouer. Donc, c'est un petit peu ça là, qui des fois, ça jamme dans le coude, comme on dit, en bon français. Le message est passé. Ah, oui. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on va voir dans le chat. OK. Dans le chat, un commentaire de Cassandra Waldron. C'était fascinant, Hubert. Très inspirant, en effet. Merci beaucoup. Je dirais qu'une des choses qui aide à entamer une carrière en recherche actuellement, dans mon cas, c'est justement la présence de modèles inspirants sur le plan scientifique et humain. Et tu as sans aucun doute été un de ces modèles pour plusieurs. Ah, ben merci beaucoup. Je pense que c'est vivement partagé par bien des gens dans la salle virtuelle ce matin. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé d'avoir été un petit peu vite. Là. Je pensais que ça aurait pris un petit peu moins de temps, là, puis ça aurait pu laisser beaucoup plus de temps à la discussion. Je suis désolé, mais bon. Il n'y a pas du tout de souci. C'est très, très... s'il n'y a pas d'autres questions, là, à moins que quelqu'un... Pierre, je ne sais pas si tu vois des gens lever la main. Là. Moi, j'ai un écran, mais je n'ai pas les trois. Non, c'est bon. J'ai demandé à M. Diouf là, de poser sa question dans le chat, mais apparemment, il n'a pas réagi. Mais j'ai pas compris. Ah, ben elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer. OK. La question est, entre style de mauvais étudiant et curiosité, qu'est-ce qui a guidé vos choix pour rester dans la recherche et en arriver là? C'est quand même humoristique. Allons-y. Oui. Ben, en fait, c'est que qu'est-ce qui m'a fait continuer en recherche puis arriver là? C'est que j'ai une maudite tête de cochon, premièrement. Puis, c'est que je suis curieux. Parce que je me suis dit, si je lâche, je ne satisferai pas ma curiosité. Puis oui, j'avais un passé assez important en plein air. Tous les gens que je connais en plein air se sont lancés en plein air. Mais moi, j'aimais bien faire du plein air, mais je n'aimais pas nécessairement enseigner à faire du plein air. Puis si tu veux vivre, bien, à un moment donné, il faut que tu enseignes à faire du plein air. Tandis que là, moi, ça me prenait plus de quelque chose qui m'amenait à plus de réflexion. Puis comme j'étais trop curieux, ben, je ne me suis pas empêché de me botter le cul pour continuer en fait, ce qui a marqué le tournant dans ma carrière de recherche, c'est à ma maîtrise, de me botter de derrière, puis avec ma tête de cochon, d'essayer de passer au travers qu'est-ce que je ne savais pas pour arriver à quelque chose. C'est ça. Eh bien, ça nous a mené très loin. Encore une fois, merci.